Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, nous allons traiter de différents sujets et notamment de la programmation de l'entraînement, ok? Car j'ai eu une question assez fréquente et assez récente aussi sur comment organiser son plan d'entraînement et c'est exactement le sujet de ce que nous allons traiter aujourd'hui. Donc désolé, je déplace un petit peu la caméra pour être plutôt bien. Ok, donc on va traiter ce sujet-là en plusieurs étapes, notamment on va parler de différentes évaluations, comment est-ce qu'on construit un plan, pourquoi est-ce qu'on utilise ce qu'on appelle le rétro-engineering, ok? Qu'est-ce qui fait la différence entre un plan qui a été réfléchi et un plan qui a été foutu à l'arrache? Et pourquoi? Parce qu'on a des gens qui progressent et des gens qui progressent pas. Comment on fait pour individualiser au maximum? Et en fait, c'est ça un peu le cœur de notre métier. Le cœur du métier, c'est l'art de la programmation. Quelqu'un qui sait amener une personne du point A au point B. Et souvent, en fait, ce qu'on va constater, c'est que tout le monde connaît le point B, là où on veut aller. On veut gagner en masse musculaire, on veut gagner en force maximale, on veut être plus explosif, mais on ne sait pas d'où est-ce qu'on démarre. Et les niveaux peuvent être assez hétérogènes en fonction de là où on va démarrer. Donc tout simplement, en fait, il faut apprendre à évaluer. C'est peut-être la première partie et c'est la partie la plus importante et c'est ça qu'on va voir surtout dans le podcast. Alors comment est-ce qu'on peut évaluer? On peut évaluer des milliards de façons. Il y a des millions de tests qui ont été popularisés. Par exemple, on peut penser au Myotypology Fiber Test, il me semble, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est le test de myotypologie au niveau des fibres musculaires, ok, donc savoir si on est plutôt de fibres de type rapide, de type lente ou de type intermédiaire. Pour ça, on prend une charge à 80% du RM et on va faire un max de reps en fonction du nombre de reps qu'on fait. Si on n'en fait pas beaucoup, du coup, on est plutôt à dominance fibre rapide. Si on fait beaucoup de reps, on va être plutôt dominance à fibre lente. Et par contre, on sera, si on fait quelque chose de mix, donc entre 5 et 6 reps, on va être plutôt à fibre type mix, donc type 2 et type 1. Qu'est-ce que ça peut influencer? Déjà, ça peut permettre d'influencer aussi les estimations du 1RM. Donc parfois, quand on va faire des testings, quand on va faire beaucoup de répétitions, il y a des personnes qui sont en capacité de prendre 80% du RM et de faire 10 répétitions. Forcément, l'évaluation du 1RM sera différente quand on utilise des formules pour estimer que quelqu'un qui ne peut faire qu'une rep à 80 mais qui va être en capacité de faire une rep avec beaucoup plus lourd aussi que celui qui arrive à faire 10 reps avec 80% du 1RM. Donc bref, je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus, mais en gros, ça peut fausser certaines évaluations et estimations d'un E1RM estimé, ok, par rapport à un nombre de répétitions multiplié par une intensité, notamment en utilisant les formules des plaies et autres. Derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre comme testing? On a tout ce qui va être testing au niveau longueur des membres, longueur des segments. On sait que par exemple quelqu'un qui a des longs segments, notamment au niveau des jambes, il va avoir une dominance peut-être plutôt sur la chaîne postérieure que sur la chaîne antérieure. Et à contrario, quelqu'un qui aura une bonne dorsiflexion de la cheville et qui va en plus avoir des membres assez courts au niveau des membres inférieurs, aura plutôt une dominance sur la chaîne antérieure et donc sur les quadriceps et va peut-être avoir un peu plus de mal à développer tout ce qui va être chaîne poste, donc carré des lombes, zone lombaire, ok, recteur du rachis, peut-être les ischios, les fessiers seront quand même à contribution car très étirés quand même sur un squat. Donc voilà, c'est plutôt dans cette partie-là. Et donc on sait qu'on va devoir adapter les exercices par rapport à l'un, par rapport à l'autre. Si on prend un exemple par exemple avec Ludo Adamantium, on sait que potentiellement il va être beaucoup plus fort en chaîne postérieure, donc fessier ischio, qu'en chaîne antérieure, et que la chaîne antérieure, donc les quadriceps, pourront être un facteur limitant dans son développement du squat ou dans son développement technique du squat. Parce que s'il pousse et que ses quadriceps sont un peu déficitaires, le bassin pourra remonter avant le reste, ce qui fait que le buste va s'incliner vers l'avant, et donc là on arrive en déséquilibre avant potentiellement, ou en tout cas pas dans une bonne posture pour pouvoir pousser et appliquer de la force, sachant qu'il faudrait que la poussée soit simultanée entre la poussée des quads et la poussée fessier ischio érecteur du rachis sur le squat. Donc très important à adresser ce genre de choses. Pareil pour tout ce qui va être traction, muscle up ou autre. On sait que des personnes qui vont avoir des petits bras avec une cage thoracique assez épaisse seront assez bons sur les mouvements de poussée, que ce soit du dips ou du développé couché. A contrario, quelqu'un qui peut avoir des bras et des membres très longs, il aura un peu plus de mal sur tout ce qui va être mouvement de poussée, mais par contre, ça reste à prendre avec des pincettes, hein, parce que si on prend le cas de Ludo Adamantium, c'est encore autre chose. Mais bref, quelqu'un qui a des bras longs, il aura normalement plus de mal avec des mouvements de poussée qu'avec des mouvements de tirage. Et inversement, on va avoir un développement musculaire qui sera différent. Quelqu'un qui va avoir les bras un peu plus courts, il aura plus de masse plaquée sur normalement les bras et les avant-bras
que sur le dos, et inversement, quelqu'un qui a les bras longs, on va avoir des bras qui vont être un peu plus fins, et normalement on va avoir des muscles grands dorsaux qui seront quand même vachement plus développés, en tout cas plus impressionnants. Tout dépend aussi de la longueur des clavicules et autres, c'est quand même assez complexe à déterminer, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, mais ça peut donner des tendances, c'est pas des vérités. Ok. Donc, en fonction du développement musculaire, on pourra orienter plus ou moins du coup la sélection d'exercices. Et là, on rentre dans l'individualisation et dans la construction du plan. Il y a les évaluations articulaires. Évaluer une articulation, ça se fait en plusieurs étapes. Il faut évaluer chaque fonction articulaire, ça prend pas mal de temps. On peut utiliser aussi tout ce qui est rotation articulaire contrôlée pour analyser les potentielles compensations, le schéma moteur par l'articulation et l'afférence motrice qui peut remonter au niveau cérébral. Et donc, ça nous permet d'observer si la personne a une bonne force, une bonne coordination motrice, un bon contrôle moteur, une bonne souplesse globalement, avec quelle compensation il va falloir jouer et qu'est-ce qu'il faudrait potentiellement chercher à résoudre si ça devient problématique, si par exemple le bras qui est au-dessus de la tête vient créer une extension thoracique ou une extension lombaire et qu'on a des douleurs en lombaire, peut-être que du coup il faut regarder si on ne voudrait pas améliorer cette flexion d'épaule et ainsi de suite, et voir s'il n'y a pas du coup des déficits sur les rotations internes externes qui pourraient être limitantes dans des mouvements et des patterns un peu plus globaux, euh, type traction, type dips, type développé couché, type développé militaire. Donc voilà, donc ça aussi c'est un prérequis. Les articulations, très important, parce que tous les mouvements que vous allez faire après vont être filtrés par le système articulaire, par les messages qui vont remonter, parce que l'articulation a la capacité d'envoyer des messages au niveau cérébral, ok, dans la position de l'articulation, dans la position du coude. Je sais que là, en fermant les yeux, mon coude il est dans une certaine position, et ça c'est grâce à tout ce qu'on appelle, on a des capteurs, ça s'appelle des mécanorécepteurs, qui viennent du coup donner les informations au niveau cérébral sur la position des membres dans le corps, donc c'est la proprioception. Et en fonction de tout ça, forcément, on va avoir aussi un tonus musculaire qui va être régulé. Un tonus musculaire, ça veut dire qu'on va avoir une tension au niveau des muscles qui sera plus ou moins importante en fonction de l'information qui remonte de notre articulation. Et donc c'est là où on peut avoir des restrictions de mobilité avec des tensions musculaires à droite, à gauche, des tensions dans la fesse et après un squat parce que on manque de rotation externe de la hanche, qui peut du coup devenir problématique, qui peut créer des problèmes sur la flexion de hanche. Si par exemple je manque de rotation interne ou externe de hanche, je vais avoir une flexion de ma colonne vertébrale en position basse du squat beaucoup plus importante. Donc ça veut dire que on va avoir des contraintes qui ne devaient pas être prises par la colonne vertébrale en partie lombaire et qui auraient dû être prises par la hanche qui ne peut pas parce que manque de mobilité. Donc le corps va aller la récupérer dans l'articulation voisine pour pouvoir effectuer le mouvement. Voilà, donc ça on en a parlé déjà dans le podcast numéro 1, c'est la théorie des systèmes dynamiques, donc je vous y renvoie si vous voulez voir ça, mais en gros il faut retenir que le corps, lui, ce qu'il veut, c'est survivre. S'il doit faire un mouvement, il le fera. Et il va utiliser ce dont il a à disposition sur le moment pour effectuer le mouvement. Voilà. Il ne va pas se poser de questions si c'est délétère ou autre, ou si c'est pas efficace tout de suite. En tout cas, c'est la solution la plus efficace maintenant dans cette situation-là parce qu'il en a besoin. Voilà. Donc ça à évaluer aussi. Quoi d'autre évaluer? On peut évaluer le neurotyping aussi. Neurotyping, ça veut dire qu'on va chercher à évaluer la composition et la concentration, entre guillemets, des neurotransmetteurs, donc des messagers chimiques qu'on peut avoir au niveau du cerveau, donc vous en connaissez beaucoup en général, au moins vous connaissez la dopamine, ok, ou la sérotonine aussi, qui sont quand même assez bien connus dans le monde de l'entraînement ou même par monsieur, madame, tout le monde, qui eux vont réguler, en fait, ces neurotransmetteurs vont réguler votre comportement, vont réguler vos niveaux de stress, votre anxiété, vont réguler vos niveaux de plaisir. Ça va réguler du coup votre caractère aussi forcément et du coup votre approche par rapport à l'entraînement, vos besoins nutritionnels en fonction. La nutrition peut influencer du coup ces neurotransmetteurs et cette concentration au niveau cérébral et donc derrière forcément on a des comportements qui sont différents et on a un attrait à l'entraînement qui sera différent. Donc c'est important à être évalué, il y a des tests gratuits qui existent et des tests payants. Si vous voulez les sources, je vous invite à aller voir les travaux de Eric Braverman et aussi de Christian Thibaudeau, c'est assez intéressant. Christian Thibaudeau qui a beaucoup plus l'aspect entraînement, qui vend malheureusement, après il faut bien qu'il fasse son business, des tests sur le neurotyping à partir de 30 euros. J'ai aucun lien d'affiliation avec ça, c'est juste que j'ai fait les formations
que si je peux faire passer mes athlètes personnellement, je leur fais passer. Toujours intéressant d'avoir un petit test d'individualisation, mais attention, c'est pas la parole d'évangile. C'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes d'un certain type que ensuite tout votre entraînement doit tourner autour de ça. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Moi, quand je me suis formé, au début, je voyais plus que par ça et j'avais de très bons résultats, mais il y avait certaines fois où en fait on se rend compte que c'est pas applicable dans toutes les situations et il faut quand même contextualiser et réussir à bien mettre en perspective les résultats qu'on a avec le neurotyping parce que ça s'applique dans certains cas. On va avoir des tendances qui sont très très proches de ce qui est déjà décrit dans ce système-là, mais parfois on a aussi des divergences et il faut les accepter. Il faut accepter que du coup, on est quand même régi par des principes assez généraux de la programmation et on va y venir petit à petit. Donc voilà, vous avez différentes façons d'évaluer. On peut faire des testings de force aussi. Il y a des milliards de choses à faire. On pourrait évaluer le système nerveux aussi via quelques testings, savoir comment est-ce qu'il influence ses patterns. Bon, ça on rentre un peu dans du complexe, mais on va pas détailler ça tout de suite. Ok. Donc déjà, vous avez une base d'évaluation, vous savez d'où est-ce que vous partez, et ça, c'est important. Ensuite, en fonction d'où est-ce qu'on part, forcément, on va pas avoir le même entraînement. On pourrait par exemple individualiser, ça me vient là tout de suite, je vous en parle, par rapport au volume d'entraînement. Alors le volume d'entraînement, on va dans tous les cas l'individualiser, mais via de l'empirisme en fait. On est un peu obligé d'y aller à tâtons, de prendre par rapport au ressenti et de savoir si, ok, là au bout de 3 semaines, mon athlète, là il est fatigué, donc peut-être que j'ai mis trop de volume ou trop d'intensité, donc on va réduire un peu les séries, on va réduire un peu les exercices. Ça peut rentrer en concomitance avec le neurotyping, donc ça c'est là où après il faut réussir à faire les liens. Mais bref, tout ça pour dire qu'il existe aussi des questionnaires que vous pouvez trouver notamment vers les livres de Chad Wesley Smith, sur le powerlifting, qui lui du coup va donner des guidelines, il va donner des garde-fous sur le volume dont l'on peut récupérer au maximum, donc le plus de volume possible sur lequel le corps pourra récupérer, et le minimum de volume qui sera utilisé pour stimuler une adaptation chez l'athlète, chez le sportif, chez la personne qui fait du sport. Et ça du coup ça peut vous donner des indications sur quoi commencer, vers quoi me diriger en fonction des différents blocs d'entraînement qu'on va mettre en place par la suite. Ça évite de commencer direct à l'aveugle. Mais dans tous les cas, globalement, si on doit donner des recommandations, on sera toujours entre 2, 5, voire 6 séries. Tout dépend aussi de l'âge d'entraînement. Un débutant va tolérer moins de séries qu'un avancé et inversement. Donc il faut quand même regarder vraiment aussi l'âge training. Il y a différents paramètres. Il faut déjà regarder l'âge biologique, il faut regarder la taille, il faut regarder le poids, il faut regarder du coup l'âge d'entraînement, il faut regarder le stress, donc si par exemple la personne a un métier stressant, si elle a un métier sédentaire ou pas, si elle a déjà fait du sport autre dans sa vie, si elle a des antécédents de blessures, si elle a une bonne nutrition, si elle a un bon sommeil. Il y a quand même pas mal de facteurs. Si elle se dope ou pas, ça va influencer aussi la capacité à récupérer d'un certain volume d'entraînement ou pas. Donc voilà, où ça va aussi influencer la capacité à s'adapter avec pas beaucoup de choses, avec pas beaucoup de stimulation. Donc il y a beaucoup d'évaluations à faire, il y a beaucoup de choses qui permettent de savoir de quoi on va partir et au fur et à mesure on va affiner forcément avec les retours de l'athlète. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne relation coach-athlète. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir choisir le modèle de périodisation. Donc là on passe sur la partie planif et plus conceptuelle. Donc on sait qu'en général, le volume et l'intensité, de pair, ça va pas trop ensemble. Dans le sens où je peux pas avoir un volume qui est élevé avec une intensité qui est très élevée. Je peux pas avoir les deux. Je peux pas faire 10 séries en soi c'est possible, mais je peux pas le faire tout le temps, on va dire. Je peux pas faire 25 séries de une répétition à 100% de mon ARM, c'est pas possible. Je vais mourir, c'est pas possible. Donc ça me fait 25 reps à 100% du 1RM. Par définition, c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie, de faire des répétitions proches de son max. Tout dépend après aussi de la proximité à l'échec. Mais en général, si on fait une rep à 100%, c'est qu'on est déjà RPE 10. Et je ne vais pas être en capacité de le répéter beaucoup de fois, ce genre de choses. Ça veut dire que le volume ne peut pas être énorme, il ne peut pas être élevé. Donc la pratique sportive ne peut pas être élevée à ce moment-là. Parce qu'on va être spécifique à ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de gros changements techniques aussi sur ces moments-là, et qu'ils doivent se mettre un petit peu avant. Donc on a différentes qualités en fait qui vont devoir venir en amont de l'objectif. Si votre objectif, votre point B, c'est devenir fort, on sait que la force, ça va découler de l'hypertrophie musculaire, ça va donner du potentiel, d'une technique spécifique sur un schéma. Si vous voulez être fort sur le squat,
va falloir apprendre la technique qui vous permet d'être efficient sur le squat et du coup de développer cette force, parce que vous pouvez être très fort, mais si vous n'êtes pas bon sur le schéma de mouvement, si votre système nerveux n'a pas ancré les bonnes activations musculaires et autres, le bon pattern, vous ne serez pas fort. Voilà, parce que vous ne serez pas habitué au schéma, parce que vous n'aurez pas la bonne technique pour maximiser le recrutement de certains muscles en fonction de votre morphologie. On revient à l'évaluation. Et là, dans ce cas-là, à quoi ça sert d'être fort? En tout cas, il faudra pratiquer. Donc, c'est la capacité skills. Donc, après, on a d'autres facteurs, donc hypertrophie, la technique, la coordination et la capacité de travail. Donc, la capacité à tolérer quand même pas mal de volume. Okay, et ces différentes qualités physiques doivent être travaillées en amont d'une spécificité et donc d'une grosse intensité. Donc si vous préparez une compétition de force maximale, en général, on va avoir des blocs en amont, peut-être 12 ou 20 semaines avant, qui vont être orientés sur développer du tissu, développer du muscle, développer des tendons plus épais, développer un schéma moteur, une technique plus efficiente avec des points un peu plus bas, parce qu'on se base sur la loi des efforts répétés, qui fait que du coup, on va pouvoir intégrer un schéma parce qu'on l'a répété des millions de fois et que des connexions synaptiques vont se mettre en place parce qu'on commence à ancrer le mouvement en nous. Voilà. Et donc après, le schéma moteur, l'activation des fibres musculaires va se faire d'une certaine façon et derrière, on devient de plus en plus efficient en pratiquant. Voilà. Donc c'est un petit peu l'idée. La capacité de travail, c'est encore une autre idée qui permet de dire que ça va être le volume ou même la capacité cardiovasculaire, ça peut rentrer là-dedans, d'une séance ou de plusieurs séances qu'on va être en capacité de tolérer et de récupérer de ce genre de séance-là. Donc il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser pour travailler la capacité de travail, notamment l'entraînement en densité, donc chercher à faire plus de volume dans un même temps ou alors dans un temps réduit, faire le même volume mais dans un temps réduit, le même nombre de répétitions mais dans un temps réduit ou autre, enfin, vous avez compris, ou plus de volume mais dans le même temps. Dans tout ça, du coup, forcément, on a une élévation de la capacité cardiovasculaire qui fait que on peut récupérer de plus d'entraînement, de plus d'exercices, de plus de séries et donc tolérer potentiellement plus d'intensité dans un futur proche quand on va s'approcher de la spécificité de la discipline. Et enfin, forcément, l'hypertrophie, elle, c'est un peu l'analogie des soldats. Au plus j'ai de soldats dans mon armée, au plus mon armée, elle peut être forte, ok. Mais bon, si mes soldats, ils sont pas coordonnés entre eux, je peux avoir le plus de soldats possible. S'ils sont pas coordonnés, j'aurai pas la plus grande force de frappe. Donc c'est un peu ça la force, ok. Et si par contre, ils sont tous essoufflés au bout de 2 tirs, bon, on va pas pouvoir pousser la force très très loin non plus. C'est un peu l'idée de l'analogie avec les soldats d'armée, ok. Et petit à petit, en fait, on va passer du coup de patterns un peu plus variés sur les schémas de mouvement. On va passer de stimulation plutôt métabolique tissulaire vers du neurologique si c'est ce que le sport demande en fait. Si c'est ce que la spécificité demande, on doit passer de 60-65% de 1RM avec du 8, 10, 12 reps à progressivement du 1, 2, 3 reps à entre 4, en tout cas plus de 85% de 1RM parce qu'on sait que c'est là qu'on va avoir des stimulations au niveau neurologique et donc des gains en termes de force. Mais tout ça, ça se fait parce qu'on a eu une base et un prérequis au niveau tissulaire et métabolique qui s'est effectué, qui permet d'aller travailler avec des intensités un peu plus hautes et avoir des meilleurs schémas. Okay, et donc ça, on en revient à tous les modèles de périodisation, type la périodisation linéaire de Matveyev. Okay, donc c'est lui qui a popularisé le fait que, en général, on commence avec un volume assez élevé, une intensité basse, et on va terminer avec une intensité élevée et un volume bas à l'approche de la compétition, parce que le volume est associé à de la fatigue, en gros. Voilà. Et au plus le volume est bas, au plus la fatigue va baisser et va pouvoir dégager des niveaux de performance un peu plus élevés. C'est ce qu'on appelle la picking week, le taper, ou autre, en tout cas l'affûtage en français aussi. On va dégager des niveaux de performance auxquels normalement on n'a pas accès, donc on peut gagner plus ou moins 2 à 5% de perf, parfois un peu plus, parfois ça fait pas forcément effet. Ça dépend aussi des athlètes, ça se teste aussi avec de l'expérience et de l'empirisme. Autre chose du coup, il y a d'autres façons de périodiser, mais en fait en général, ça c'est le grand concept qui fait que tous les modèles de périodisation en ondulatoire ou en tout cas en non linéaire ont ce système-là.
entre guillemets. On a ce genre de choses, en tout cas dans le monde de la force. Ça peut être un peu différent en fonction de ce que vous faites. Si vous faites de l'endurance, ça sera différent. Vous allez pouvoir avoir une périodisation inversée qui peut commencer par des intensités élevées et finir par des intensités basses, mais du coup un volume élevé parce que c'est spécifique à ce qu'on me demande. Si on me demande de faire 35 tractions, ben, je ne vais pas finir avec du 1 RM en traction et faire ma compétition. Ça n'a pas trop de sens, c'est pas spécifique. Donc le plus spécifique, ça serait du coup de partir avec des niveaux de force et de les entretenir tout le long de la programmation, mais par contre de terminer sur des 30, 35, 40 tractions, parce que c'est ça qu'on va me demander en compète. Et donc forcément l'intensité sera plus basse et le volume plus élevé. Voilà, c'est un peu l'idée. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça veut juste dire que c'est ma façon de voir les trucs. Et donc progressivement, en plus des périodisations linéaires et des périodisations ondulatoires, c'est que petit à petit, chaque progression, chaque périodisation, chaque vision, c'est presque des méthodes, en fait, chaque concept comporte un peu des concepts de tous. La périodisation linéaire, combinée avec de l'ondulatoire, ça veut dire qu'on va démarrer par exemple sur jour 1, 12 répétitions, jour 2, 8 répétitions, jour 3, 6 répétitions. On va toucher des qualités physiques qui sont similaires mais différentes, avec des niveaux d'intensité qui sont dans plus ou moins la tranche de l'hypertrophie mais différentes, parce que on va mettre plus lourd sur du 6 reps que sur du 12 ou moins lourd que sur du 8, enfin vous avez compris. Mais avec le temps, si on doit se rapprocher de la spécificité, notre 12 reps va devenir notre 6 reps, notre 8 reps va devenir notre 4 ou 3 reps, et notre 6 reps sera devenu notre 1 rep. Et au final, on a une périodisation ondulatoire, mais qui est linéaire, avec un volume qui diminue parce que les répétitions ont diminué, une intensité qui a augmenté parce que les répétitions ont diminué. Et donc, voilà, CQFD, il fallait juste trouver ça et comprendre ceci. Donc, ça, je vous invite, en termes de lecture, à aller voir The Muscle Strength Pyramid, il me semble, de Eric Helms, si je ne dis pas de bêtises. Et vous allez voir qu'il parle des modèles de périodisation comme ça, et qui va vous expliquer qu'en fait, la périodisation linéaire, c'est la base, et que tout modèle comporte une forme de linéarité dans l'approche. Voilà. Ensuite, on va avoir plutôt des emphases, c'est-à-dire que ça, c'est la base, mais après, derrière, on va avoir des emphases sur est-ce que je monte le volume pour mettre du stress ou est-ce que je monte l'intensité pour mettre du stress. Et là, du coup, c'est là où on va rentrer dans les blocs d'accumulation et d'intensification. Accumulation, comme son nom l'indique, ça sera plutôt loin d'une compétition parce qu'on va accumuler du volume. Donc on peut commencer par exemple avec du 3x10 et finir avec un 5x10 sur 3-4 semaines. Alors, on aura fait évoluer le nombre de répétitions au cours du mois. Et après, sur la phase d'intensification, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que de garder un volume élevé, ou en tout cas de monter le niveau de stress et de faire une surcharge progressive avec du coup le volume, on va plutôt utiliser la charge. C'est-à-dire qu'on va chercher à monter l'intensité. C'est-à-dire que je pourrais garder un format fixe type 3x5 et puis vraiment accentuer la surcharge progressive en rapport avec du coup le poids qu'on va mettre. Donc monter peut-être de 2,5 à 5 kg semaine après semaine. Et donc à la fin du mois, on sera monté de plus ou moins 5 à 10 kg sur les mouvements, sans avoir touché le volume. Et donc là, on est dans de l'intensification. Donc on peut pousser ça plutôt loin, jusqu'au moment où après, en fait, on peut se prendre des murs, parce que à répéter toujours le même schéma et à pas voyager entre accumulation, intensification, on va créer une forme d'adaptation pour le corps. Et même parfois, en voyageant entre accumulation et intensification, on peut créer une forme d'adaptation pour le corps qui fait qu'après, s'il s'adapte, il réagit plus au stress. On a plus ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation, donc on n'a plus ces phases d'alarme, de résistance et autres qui se mettent en place. Et derrière, on n'a plus cette surcompensation qui reste théorique, mais qui est un peu la base de pourquoi est-ce qu'on crée du stress sur le corps. Parce que c'est ce qu'on veut faire. On veut que le corps s'adapte au stress. Il n'y a plus ça. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus d'adaptation. Voilà. Si le corps ne réagit plus au stress, si le corps ne perd pas un petit peu de niveau de performance, après ça peut être des visions, on n'aura pas d'adaptation, en gros. Voilà. Après, on peut avoir la vision des choses, de dire, je sais que Romain Cacciavenda pense beaucoup comme ça, de dire je veux que mon athlète sorte 1% meilleur de plus que la séance d'avant. Voilà. C'est une autre façon de faire, et là on va utiliser d'autres façons de monitorer. Là on passe par contre dans le velocity-based training, on va monitorer via certains mouvements qui ont une connotation explosive
Pourquoi ? Parce que c'est très corrélé au système nerveux, à sa fraîcheur et à la capacité à recruter les unités motrices. Et donc si on est très fatigué, ça veut dire que le système nerveux il n'est pas en forme. Et donc s'il n'est pas en forme, on ne va pas recruter les fibres de type 2 qui sont les plus explosives et les plus fortes en tout cas, et qui ont le potentiel d'hypertrophie le plus important. Donc on est un peu fatigué, peut-être qu'il ne faut pas trop en faire aujourd'hui, ou peut-être que justement on est très fatigué, on n'est pas trop fatigué, justement on est très en forme, et on peut en faire un peu plus, et donc on peut profiter de ces niveaux-là. Mais on va jouer par l'induction de fatigue en fonction des choses. Donc là, ça peut être un autre sujet de podcast parce que le VBT, c'est quelque chose de passionnant que pas beaucoup de personnes utilisent correctement parce que c'est assez complexe, mais c'est très efficace. Justement pour de l'autorégulation objective et non subjective comme on connaît avec le RPE. Donc une fois que j'ai fait mon plan, une fois que j'ai à peu près ma ligne directrice, donc j'ai mon point A, j'ai mon point B, je sais que je vais commencer avec un volume élevé, mais progressivement avec des phases d'accumulation et d'intensification, et que je vais avoir un format linéaire au cours du temps, au cours des mois, au cours de la programmation, et que j'ai mis une périodisation ondulatoire au sein de la semaine, qui va fluctuer au cours des mois pour correspondre à la périodisation linéaire. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à choisir mes exercices par rapport aux évaluations qu'on a fait avant, amplitude articulaire au niveau du coup de la mobilité, la longueur des membres, le neurotyping, pardon. Qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre aussi en amont ? On a utilisé le muscle fiber test, ok. Donc tout ça, ça peut permettre après du coup de combiner le tout et de tester et de faire un plan individuel. Et forcément, il faut prendre en compte énormément le retour de l'athlète. Donc voilà, je ne sais pas si ça a pu vous aider, on a des schémas de charge après au fur et à mesure, petit à petit on va rentrer dans le RPE, donc là j'en ai pas trop parlé, mais on va avoir des schémas de wave loading, on appelle ça, au sein du mois, donc vous avez vu qu'on va quand même suivre la logique de la périodisation linéaire, donc volume haut, intensité basse, et progressivement volume bas, intensité élevée. On va quand même suivre par exemple la périodisation ondulatoire au sein de la semaine, on va onduler, donc 12, 8, 6. Et puis au cours des semaines, en fait, on va commencer à 12, 8, 6 RPE 6, puis 12, 8, 6 semaine 2 RPE 7, puis 12, 8, 6 semaine 3, RPE 8 en fonction de ce qu'on fait, ou RPE 9. Et là, du coup, on a un schéma de charge qui s'appelle wave loading, parce que petit à petit, on va monter donc soit l'intensité, soit le volume en fonction accumulation ou intensification, mais on va monter la difficulté des séances, et du coup la difficulté perçue au cours de 3 semaines, redécharger, remonter, du coup ça fait comme des vagues. Voilà. Il y a différentes façons, on peut faire du step loading en phase d'accumulation, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on va conserver toujours la même charge, là c'est vraiment de l'accumulation pure, et on va monter par palier, c'est-à-dire que je vais commencer avec un 3x5 à 200 kg, puis la semaine d'après je vais faire 4x5 à 200 kg, et puis la semaine encore d'après je vais faire 5x5 à 200 kg, donc là c'est un peu plus costaud, je vais reset, donc je recommence, admettons on est toujours dans la phase de périodisation, donc on va faire 3 x 4 à ce moment-là. Donc j'ai diminué les reps, je me rapproche de la périodisation linéaire. Et au lieu de garder mon 200 kg, je vais monter à 205 ou à 210 et je vais continuer. 3 x 4, 205, 4 x 4, 205 et 5 x 4, 205. Et puis après je recommence encore, je remonte de 5 kg, je baisse de répétition. Ça peut être un format de périodisation. Voilà. Et après je regarde un petit peu mes notes parce que je sais que derrière j'ai noté des petits trucs. J'avais noté wave, step loading et linéaire. Donc ok, on a tout vu à peu près. Donc petit à petit, en fait, on va tendre vers la spécificité. C'est tout. Je ne sais pas si tout ça a pu vous aider. Retenez bien qu'il faut gérer les niveaux de stress des athlètes, c'est le plus important. Voilà, que le coaching, ça reste de l'humain, qu'au final, c'est pas que des chiffres, qu'il faut prendre en compte le ressenti, qu'il faut discuter, que la relation coach-athlète, c'est quelque chose de très important et qu'on peut avoir le meilleur programme du monde sur le papier. Si la personne en face, elle vous fait pas confiance, ou en tout cas, si vous ne lui inspirez pas confiance, vous n'allez pas pouvoir le faire progresser. On peut avoir un programme qui est plus ou moins médiocre sur le papier, en tout cas qui est logique et qui tient la route et qui sait pourquoi il a mis tel exercice à tel moment pour telle raison. Au minimum ça, c'est ce qui fait que c'est un bon programme. Eh bien, si la personne a confiance en vous parce que vous avez pu justifier les modalités et qu'elle comprend, elle va pouvoir exécuter le programme parce qu'elle a compris en amont. La compréhension précède l'exécution. Merci K-Swiss. Et donc forcément, en vous faisant confiance, elle va se donner corps et âme dans le programme et ça va fonctionner. C'est un peu le principe du neurotyping aussi. Le but, c'est de maximiser l'adhérence à l'entraînement. Je ne vais pas m'amuser à mettre des charges maxi, supra, max lourdes à quelqu'un qui est neurotype 3. Et inversement, je ne vais pas m'amuser à lui mettre du renfort maximal dans tous les sens avec des biceps et triceps partout et du tirage et des 6 exos par séance. Un neurotype 1A, il va vouloir m'assassiner.
Voilà, ce podcast est maintenant terminé, donc vous le retrouverez sur Spotify et YouTube. N'hésitez pas à commenter, partager, liker ou on met un petit pouce là, je sais pas ce qu'on dit. Ok, ça fait toujours plaisir. J'espère que ces informations vont pouvoir vous être utiles et vous seront précieuses. Je suis très content de pouvoir partager ce genre de choses. Voilà. Toujours dans la bienveillance, ok, on n'oublie pas que le savoir est infini, qu'on continue tout le temps d'apprendre et qu'il faut être curieux, aller chercher un petit peu là où on ne connaît pas, et c'est ce qui fait qu'on pourra être meilleur par rapport à ce qu'on était avant. Voilà, allez salut sur ce, je vous laisse. Salut.